Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, le conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner chaque semaine des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties et dans votre entraînement. Puisque dans cet épisode très spécial, je vais vous donner un conseil absolument fondamental pour faire progresser votre cerveau aux échecs. Probablement le conseil le plus important de tous, c'est savoir désactiver l'ordinateur, sous-entendu, activer son cerveau. Je vais vous montrer à quel point l'ordinateur peut parfois donner de très mauvais conseils, à quel point ce qu'il propose peut être à des années-lumière du jeu recommandé pour un humain et à quel point ça peut être nocif pour un joueur qui cherche à progresser. On va parler de l'ordinateur dans l'ouverture, de son évaluation en général, des coups parfois hallucinants qu'il propose, de la fameuse et terrible analyse automatique que l'on peut trouver maintenant sur la plupart des sites d'échecs, avec identification des gaffes, comment désactiver l'ordinateur sur les trois grandes plateformes, plutôt, Lichess, chess.com et chess24. Autrement dit, comment laisser notre cerveau respirer. Et enfin, comment utiliser l'ordinateur. Ce sera un de nos derniers chapitres avant de finir avec le traditionnel à retenir et un petit bonus juste après. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture et on est parti. Alors, petit préambule, tout d'abord. En préambule. Quelques rappels bien utiles avant de se lancer dans les chapitres suivants. Donc à noter, quand j'utilise le terme ordinateur, je veux parler des modules d'analyse d'échecs. J'utiliserai aussi bien le terme ordinateur que module. Alors, tout comme l'homme a créé la machine et doit veiller à ne pas être esclave de la machine, eh bien l'homme a créé le module d'échecs et il doit veiller à ne pas s'en retrouver esclave. Deuxièmement, l'ordinateur est hyper fort. 3400 Elo, 3500 Elo, on ne sait plus, c'est tellement haut. Souvent trop fort, comme on va le voir par la suite. Mais n'oublions pas qu'il est incapable d'expliquer ni ses évaluations, ni ses coups. Alors il existe, il est vrai, quelques projets avec des tentatives de génération d'explications par intelligence artificielle, mais pour l'instant en tout cas, cela ne concerne pas les modules qui sont utilisés sur les grandes plateformes d'échecs. Troisièmement, alors je mets ça, hop, voilà. Troisièmement, pour progresser aux échecs, votre cerveau doit s'habituer à reconnaître les schémas, les bons schémas, les mauvais schémas, et il doit les reconnaître de lui-même. Il doit s'habituer à produire les raisonnements, les réflexions. Et Shiken, cela demande du temps et de l'autonomie, soit tout le contraire de ce que l'on obtient quand on regarde ce que propose un ordinateur, puisqu'il donne la réponse, entre guillemets, instantanément. Donc, il n'y a pas une prise de temps pour mûrir son raisonnement. Et deuxièmement, c'est lui qui travaille, c'est pas notre cerveau. Donc notre cerveau ne s'entraîne pas à produire le raisonnement, à identifier les éléments et les schémas. Ce qui demande du temps et de l'autonomie. Voilà pour ce petit préambule. Conclusion de ce préambule, est-ce que vous avez vraiment envie de devenir ou de rester l'esclave d'un module d'analyse qui, 1, ne sait expliquer ni ses évaluations ni ses coups, 2, est à un niveau si élevé que même les plus forts joueurs du monde n'essayent même plus de les défier en match, et 3, qui met votre cerveau au chômage alors même que celui-ci devrait s'entraîner de façon autonome. D'ailleurs, je rappelle au passage que Magnus Carlsen, le champion du monde actuel, a très peu utilisé l'ordinateur au cours de sa formation échiquienne, et on pourrait dire la même chose de la majorité des super grands maîtres actuels, c'est-à-dire en gros ceux qui sont dans le top 50 mondial, mais on peut élargir au top 100 mondial ou au top 1000 mondial, c'est la même chose. Voilà pour cette introduction avec cette photo de Grichuk, un des meilleurs joueurs du monde, quand il avait affronté un robot, Cheska je crois. Voilà, toujours des images toujours impressionnantes.
Allez, on part dans le premier chapitre sur les ouvertures. On va parler de ce que propose le module dans l'ouverture et de son évaluation. Alors, pour cela, on va aller dans une study Lichess. Je montrerai différentes plateformes dans cette vidéo avec cette vue. J'espère que vous pourrez bien voir. J'essaie de faire au mieux. Alors, ma première chose que je vais vous montrer, c'est est-ce que... Donc on est sur Lichess tranquillement. On va lancer Stockfish 11 ⁇ dans le navigateur local. Voilà, je clique. Il est en profondeur 52, ce qui est spectaculaire, puisque ça veut dire qu'il a calculé 52 déplacements à l'avance. Bon, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit Stockfish 11 là? Il nous dit qu'à son avis, le meilleur coup c'est C4. Deuxième, cavalier F3. Troisième, D4. Alors j'ai envie de dire, où est le coup E4? Il n'est pas dans les 3 premiers choix de l'ordinateur. Bon, ok. Est-ce que vous avez envie de faire confiance à un module qui ne propose pas le coup E4 dans ses 3 premiers choix? Bon, première question. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller sur chess.com pour regarder un autre exemple d'ouverture. Donc on a fait E4, C5, une sicilienne, cavalier F3, cavalier C6, donc on est en plein cœur de la théorie, évidemment, d'échecs. Et là, vous voyez sur la droite, vous voyez bien, ouais, les 3 premiers coups proposés par le petit ordinateur de... Enfin, c'est aussi Stockfish, hein, Stockfish 12 pour le coup, je crois. On peut aller vérifier tout de suite dans les paramètres. Donc Stockfish 12, analyse de la position, analyse des coups, Stockfish 12, on est d'accord. Et donc il nous dit que cavalier C3 c'est son coup préféré. Bon. Fou B5, la Rossolimo, un de ses coups préférés, très bien. Et en troisième position, il nous dit qu'il faut faire H3. Ce qui est absolument fantastique comme coup. Quand même, alors ça c'est la nouveauté de l'année, mais j'en doute un peu. Et on ne voit même pas le coup qui est joué le plus majoritairement, qui est le coup D4, ici. Voilà, donc... bon, voilà un exemple pour chess.com. Alors, on va aller sur chess24 hein, pour ne pas faire de jaloux et pour voir un peu ce qui se passe sur d'autres plateformes. Donc, on est sur la plateforme chess24. Donc, j'ai ouvert un échiquier, une partie et on va se mettre après le coup E4, n'est-ce pas? Et voir ce qu'il propose avec les noirs. Donc, il propose la française comme la meilleure défense, mais alors genre largement, hein, parce que 0,17 d'évaluation, et puis alors la sicilienne en deuxième et E5 en troisième, mais ils sont un peu détachés en évaluation. Voilà, alors j'ai rien contre la défense française, hein, au contraire, c'est une bonne défense, voilà, mais de là à dire que c'est une défense largement meilleure que les autres, il y a un pas que je ne franchirai pas. Alors est-ce que vous avez envie de faire confiance à un module qui vous propose ça? Voilà, c'est mes 3 premières questions. Alors on va revenir sur Lichess pour voir d'autres exemples d'analyse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer E4 pour voir ce qui se passe. Hop. Et là, comme vous le voyez en haut à droite, hein, il propose C5 ou E6 comme coup, donc la sicilienne ou la française avec égalité. Donc je égalité... D'accord, bizarre, normalement c'est un petit avantage pour les blancs. Et en troisième position, on a quoi? On a la carocane. Alors encore une fois, j'ai rien contre la carocane, mais j'ai envie de poser une question. Où est le coup E5? Il n'est pas là. Alors on va le jouer pour voir ce qu'il dit. Hein. Oh, l'erreur quoi! 0,4 d'avantage pour les blancs déjà. C'est spectaculaire. Bon, ça me paraît un peu beaucoup, surtout en comparaison des coups E6 ou C6 qui étaient proposés ici comme des coups voilà, hyper égalisants, solides là. Enfin, plutôt E6 et C5. Bon, soit, poursuivons notre exploration. Peut-être qu'on peut tenter une petite scandinave. Oula! Ouh, 0,7 là. Ouh, la mauvaise défense là, non? 0,7, quasiment un pion d'avance déjà pour les blancs au niveau de l'évaluation de l'ordinateur. Bon, on sait que la scandinave c'est une défense tout à fait jouable pour les noirs, donc là c'est un peu exagéré. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mentionner d'autre? Alors notez que sur chess.com aussi, quand on avait fait un test, alors sur chess.com c'est un peu différent, des fois je fais des tests et j'ai des résultats différents, alors que sur les chess au moins ça bouge pas. J'étais surpris de refaire le même test sur chess.com et d'avoir des résultats différents. Voilà, notez qu'il y a aussi des fois dans les options, on peut pousser la mémoire, etc. Bon,
Mais c'est pas mon propos. Mon propos, c'est pas de dire voilà quelle option il faut aller chercher pour avoir un résultat correct et tout. Non, on prend le truc de base que tout le monde fait d'ailleurs, hein, et on voit ce que ça donne. Voilà. Et ça va pas. Et le fait d'aller chercher l'option dans les paramètres machin qui va peut-être améliorer le truc, bon, déjà personne ne va le faire. Et puis, ben ouais, c'est un problème s'il faut faire ça pour avoir quelque chose de plus correct. Mais ça va pas du tout modifier la nature de mon propos que je vais tenir tout au long de cette vidéo, vous allez voir. Bon, alors on va faire un avant-dernier exemple. On va faire une petite Est-Indienne. Une grande ouverture du jeu d'échecs contre D4. Donc on y va. D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, E4, D6, cavalier F3, petit roc, fou E2, pion E5 et petit roc. Et ici, on voit les coups proposés par Stockfish 11+. Il y a E prend D, il y a cavalier A6 et il y a H6, ce qui me fait beaucoup rire d'ailleurs. H6. Et alors là, où est passé le coup cavalier C6, qui est le coup le plus joué quand on ouvre la bibliothèque. 17 000 parties, plus de 17 000 parties avec cavalier C6, contre seulement 2500 parties avec cavalier A6, 2000 parties avec E prend D4, et alors H6, on ne va pas dans la liste. Que 5 parties de maître avec H6, c'est bien ma foi, c'est peu encourageant. Voilà, et alors, bon bah je me dis, où est passé le coup? Alors on va l'essayer, hein. Peut-être c'est une gaffe, on ne sait pas. Hein. Et l'évaluation qui est à 0,8 en profondeur, 38 dans le cloud. Donc, conclusion, l'Est indienne, grande variante, c'est moins fiable que la scandinave. Bon, moi je dis ça, je dis rien, vous ferez vos propres conclusions. Hein. Bon, pour faire une conclusion, on va me dire oui, mais tu prends des coups isolés, oui, c'est tout début ou quoi. Bon, ok, pas de problème, j'entends vos objections. Nous allons maintenant faire 10 coups d'ouverture et suivre l'évaluation du module. Alors avec un exemple que j'avais déjà utilisé dans ma masterclass, comment évaluer une position en 2015. Donc on revient au début, tac. Donc sachant que, voilà, mon but c'est pas de faire non plus un concours entre les plateformes. Hein. En gros, toutes les plateformes utilisent le même module, enfin, soit le même, ou soit la version d'avant ou d'après, enfin, c'est très similaire. Après, oui, il y a des différences un peu sur les plateformes, mais sur le principe général, ils utilisent, voilà, en l'occurrence, tous Stockfish, hein, c'était la même chose sur Stockfish 11, Stockfish 12, voilà, on est sur du Stockfish soit 11, soit 12, hein, sur les trois plateformes là actuellement. Voilà, il y a aussi, je crois, un choix de mettre Komodo dans purchase.com. Bon, j'ai pas fait des tests avec toutes les plateformes, tous les modules, etc. Mais encore une fois, des petites différences, etc. vont pas modifier la nature générale de mon propos. Donc, on va partir sur E4, D6, D4, E5, qui est très peu joué, qui est un peu dans l'idée d'une fille d'or. Voilà. Donc on peut rencontrer d'ailleurs cette même chose sur D4 au premier coup et D6. Bon, on va les prendre, hein, parce que c'est vraiment... D'ailleurs, on voit que c'est le coup préféré de l'ordinateur là-haut, en profondeur 38. Hein, donc pion prend. Donc alors, on va noter ici, après dame prend, roi prend. Donc les noirs sont déroqués. Et l'ordinateur qui affiche fièrement un avantage de 0,8 pour les blancs en cas de fou C4. Je l'ai noté sur la droite, vous le retenez vous aussi. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les coups préférés de l'ordinateur. Donc fou en C4. Et même on va faire un coup troisième choix pour les noirs. Ici, on ne va même pas faire roi E8 ou fou E6, on va faire son troisième choix qui est pion F6 et qui évalue à plus 1 pion d'avantage pour les blancs. Pion F6, fou E3, donc c'est son premier choix, hein, à égalité avec cavalier 2, donc on y va pour fou E3. Il est vrai que les fous ont fière allure. Ici, voilà, et ça c'est une évaluation de l'ordinateur, hein, quand il voit des pièces qui sont très actives, qui contrôlent beaucoup de cases, eh bien il donne des bonnes évaluations, et quand il voit un déroqué, il donne un roi déroqué, il donne une mauvaise évaluation. Donc là on va pour son premier coup, hein, cavalier D7, il n'y a pas de... voilà. Là, cavalier C3, c'est premier coup. Pion C6, les noirs, donc logique pour gêner le cavalier, j'aime bien dire couper les oreilles du cavalier. Alors là, d'habitude, je fais plutôt grand roc pour les blancs, mais je voyais que l'ordinateur était très content de proposer tour D1 avec un avantage de 0,3. Alors déjà, petite question, pourquoi on est passé à 0,3 alors qu'il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 2 coups, on était à 0,8?
on ne sait pas. Donc on dit pour tour D1, un roi en C7, donc c'est hyper logique pour pas rester en face de la tour, pour déclouer le cavalier. Un cavalier sur E2, bon, bah, c'est son premier coup, voilà, hop. Et puis ici, les noirs peuvent essayer différents coups, mais on va faire cavalier C5 tout simplement pour sortir le fou sur E6. Alors il est vrai que c'est un peu choquant la position des noirs, parce qu'on peut se dire ils ont sorti qu'une seule pièce, qui bloque en plus un autre fou, les autres pièces sont pas sorties, et le roi a bougé 2 fois, hyper suspect. Et en fait, ce qui est marrant dans cette position, c'est que c'est pas si grave, parce que les noirs ont une position hyper solide, chaîne de pion très solide ici, et les blancs n'arrivent pas vraiment à ouvrir la position pour toucher le roi blanc, malgré leurs 4 pièces développées et une tour sur la colonne ouverte. Voilà, donc on pourrait dire que c'est un peu injuste, mais voilà. Alors là, on est en profondeur 25, donc c'est tout à fait raisonnable. Il commence à se rapprocher très proche de 0,0, si on attend un peu, je crois qu'il va descendre à 0,1, voire 0,0. On va faire son coup A4 là. Alors B4 c'est... regardez ce qu'il propose là déjà, voilà, ça nous fait un peu... On est en avance sur la suite, c'est-à-dire les coups bizarres qu'il propose des fois. Après B4 il propose fou E6, fou D5. Donc merci beaucoup pour fou D5, merci pour le coup cavalier D5. Des coups tout à fait compréhensibles qui mettent les pièces en prise, sachant qu'il veut essayer de prendre dans des meilleures circonstances. Bon, dans les deux cas il n'obtient pas d'avantage, 0,00, 0,1, peu importe. Bon, donc j'ai fait A4 et j'ai fait fou E6. Voilà, et donc là, on voit qu'il propose une évaluation à 0,0, donc égalité, en cas de capture. Et si les blancs ne prennent pas le fou, et bien même ils passent en négatif. Alors là, j'ai envie de vous dire, voilà, on a fait 10 coups, on a suivi ce qu'il proposait. Hein. On a donc au début donné un avantage de plus 1, 0,8 plus 1, et 5 coups plus tard, alors qu'on a fait les coups qu'il disait, hein, et même on a fait F6 avec les noirs qui ne le conseillaient pas. On arrive à 0, et même limite les blancs peuvent être moins bien. Alors j'ai envie de poser la question, en quoi ça nous aide pour progresser aux échecs et pour comprendre les échecs d'utiliser ce module, vu ce qu'il dit et qu'il se contredit lui-même dans l'espace de 5 coups. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu de spécial, enfin, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Donc on va s'arrêter là, la conclusion est très simple, hein. Ne faites pas confiance à un module d'analyse dans l'ouverture, utilisez la bibliothèque d'ouverture des parties de tournoi entre humains. Un coup qui a été joué des milliers de fois par des très bons joueurs, c'est 10 fois plus digne de votre confiance qu'un coup proposé par l'ordinateur comme ça, et il ne sait pas ce qui se passe, il n'en a aucune idée. Alors voilà, je vous montre la bibliothèque, hein. Ça nous fait aussi une petite introduction. Donc on revient au début, là, voilà, ici. Donc après 3 coups. Donc l'ordinateur, il dit ouais, faut prendre 5 et tout. Et bien nous, ce qu'on va regarder, c'est que font les maîtres. Que font les maîtres dans cette situation. Donc c'est une base de données qui contient 2 millions de parties qui ont été jouées en tournoi homologué par la Fédération internationale avec des joueurs à plus de 2200 Elo entre 1952 et 2019. Donc on y va. Et là, on voit que la position la plus rencontrée, c'est cavalier F3 avec 338 parties. Peut-être des transpositions, hein, mais en tout cas, clairement, c'est le coup qui se détache. Et on voit que ça procure un pourcentage de victoire aux blancs de 54% de victoire, 30% de match nul et seulement 15% de victoire pour les noirs. Tandis que le coup, puis on prend le 5 qui est proposé fièrement par le module d'analyse, donne seulement 34% de victoire pour les blancs, pour 45% de nul et 21% de victoire pour les noirs. Voilà, donc ici clairement c'est aussi le coup que je vous conseille, hein, pour les blancs, c'est un très bon coup, on attaque le pion en E5 et c'est plus prometteur que de déroquer et de pas obtenir grand chose derrière s'il fait voilà et qu'après il sort ses pièces tranquillement. Voilà, bon c'est un exemple, on l'a fait rapidement, c'est pour vous donner une idée des fluctuations aussi d'évaluation d'ordinateur et dans l'ouverture. Donc clairement, ma conclusion de ce chapitre sur les ouvertures, c'est dès que vous pouvez, dès que vous avez une référence d'ouverture, vous mettez la bibliothèque là et vous regardez ce que les gens sérieux y jouent, ce que les humains sérieux, ce que les humains y jouent, voilà, ce que les maîtres y jouent, voilà. Alors vous avez aussi dans Lichess la bibliothèque de Lichess qui
contient toutes les parties qui ont été jouées sur le site. Donc c'est des parties qui sont jouées sur internet. Alors j'ai enlevé direct le bullet là, parce que c'est des parties de 1 minute, on pourrait même enlever les blitz si on voulait, bon, ça laisserait moins de parties, mais ok, blitz et les classements moyens vous pouvez faire évoluer, mais si vous voulez par exemple que des parties vraiment de joueurs un peu comme l'autre, bah, vous enlevez tout ça, et ça vous fait des classements moyens entre 2000, plus que 2200 quoi. Et voilà, et vous avez un match, au moins un match entre pion-prend, mais un score égal et cavalier F3, et même dans la pratique sur internet on voit donc que le coup cavalier F3 est à 53%, il domine par rapport à pion-prend. Voilà, bon voilà pour cet exemple, et on va enchaîner avec le chapitre sur les évaluations. Donc parlons maintenant de l'évaluation de l'ordinateur. On a déjà vu juste avant qu'elle pouvait être pour le moins suspecte dans l'ouverture, mais c'est valable tout au long de la partie, et je trouve que de nos jours les évaluations sont parfois très étonnantes, voire régulièrement incompréhensibles, et bien gonflées aussi. Elles s'envolent souvent, ouais, elles montent à plus 4, plus 5 pour des positions limite normales, quoi. Donc ça devient assez dur à naviguer et à comprendre. Ouais. Alors, je vais vous montrer 3 positions, on y va. Donc, voici une position célèbre anti-ordinateur. Et on va lui demander ce qu'il en pense, notre ami Stockfish 11. Moins 16,9 profondeur, 50 dans le cloud. Ok, donc bon ben c'est gagnant quoi. Hein. 16, un avantage de plus 16. Alors bon ben il est fort en mathématiques, hein, il sait faire 5 plus 5 plus 3. Ça fait 13, et alors voilà, peut-être que comme il y a un pion de case de dame, il me donne un bonus ou quoi, je ne sais pas. Et donc en tout cas, il passe à plus 16,7. Alors moi, ce que je trouve très étonnant, je suis très surpris, c'est qu'on est en 2021 et la notion de forteresse n'est toujours pas intégrée dans les évaluations de l'ordinateur. Et en plus, il y a la petite technique que je peux vous donner pour repérer une forteresse, une situation où l'ordinateur tourne en rond, quoi qu'il fasse, où il tourne en rond et il revient au même point et il n'arrive pas à faire progresser la position, c'est si vous mettez des variantes et qu'il met à chaque fois pile le même score. Là, c'est 16,7. 16,7, 16,7, 16,7. Et si on rajoute des variantes qu'on peut faire dans les options, la quatrième ligne, ça va être encore 16,7. Cinquième, ça va être encore 16,7. Si c'est toujours pareil pour 4, 5, 6 variantes, mais déjà à partir de 3 en général, c'est le signe, c'est que c'est une forteresse. Mais alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans les algorithmes de modules, et ça fait 20 ans hein, que j'attends ça, plus de 20 ans, 25 ans, cette situation n'est pas reconnue, n'est pas identifiée. Le fait que le score tourne en rond et soit toujours le même partout, identifié à tel point que ça passe à 0,0 quoi. Parce que cette position est 0,0. L'évaluation d'un humain est dit c'est 0,0, c'est un match nul, c'est bloqué. Mais ça ne peut pas se débloquer cette position si les blancs ne veulent pas la débloquer. Voilà, et puis un piège marrant avec lequel on pouvait piéger les ordinateurs il y a une vingtaine d'années, c'était ça. Et l'ordinateur était tout content avec les blancs de capturer la tour parce que ça faisait baisser le bilan mathématique de 5 points. Et c'est évidemment, il perdait la partie derrière puisque les noirs allaient pouvoir pousser le pion et ouvrir la position. Avec évidemment une avance colossale. Alors là, au moins, il comprend que si on prend, c'est grave, et il met moins 99. Donc, ou moins 54. Bon, alors là, quelle différence entre 99 et 54 ? Ah, bah il vient de changer, il y a 46-42. Bon, alors là, si vous avez compris quelque chose à l'évaluation de l'ordinateur, écrivez un commentaire. Voilà, bon, évidemment, les blancs ne prennent pas, ils font roi E3 et c'est complètement bloqué, et ça vient par un match nul. Deuxième position, c'est une position de finale bien connue, on peut dire, de la théorie. Donc, c'est un match nul, hein, ici. Alors, voyons combien il propose. 16,9. Tout au début, quand j'avais mis cette position, il proposait plus 9. Et après, il passe à plus 16 assez rapidement. 16,9. Alors là, c'est encore plus mystérieux. Hein. C'est vraiment... on est sur du cosmique, hein, puisqu'il ne met pas 16.9, 16.9, 16.9. Il met 16.9, 16.8 et 16.9. Voilà, je trouve ça absolument génial. Bon, et ce que je trouve quand même pas génial, c'est que les positions qui sont comme ça, des nuls théoriques, connus, et alors en plus, il pourrait accéder, je sais pas comment, mais je sais qu'il y a les tables de finale, notamment dans les chess, et on peut y accéder ici. Et si on met bibliothèque table de finale, il nous dit que les coups font nul, voilà.
Là, il nous dit que tous les coups font nul. Donc là, on comprend que c'est nul. Pourquoi ce module ne fait pas un lien avec les tables de finale? Bon, peut-être c'est trop compliqué, j'en sais rien. Mais encore une fois, en 2021, moi je suis très surpris. Je suis très surpris qu'en 1995, on mette leur petit ordinateur et qu'on mette cette position et qu'ils disent que ça gagne. Pourquoi pas? Que ça continue 25 ans plus tard, bon, voilà, je sais pas, je comprends pas. Ça doit être trop compliqué, je suppose, enfin, c'est assez mystérieux pour moi. Voilà. Bon, et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça n'aide pas du tout à la formation des joueurs, puisque comment le joueur il va faire pour comprendre que cette position est un match nul, s'il ne le sait pas, s'il ne l'a jamais appris, sachant que l'ordinateur lui dit plus 16. Là, tu vois plus 16, tu dis, bon, bah, on va gagner la partie, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Alors, position numéro 3. Position que vous reconnaissez peut-être si vous êtes un amateur éclairé d'échecs, puisque c'est Alexei Shirov, le grand joueur légendaire, on pourrait dire, qui a joué ça contre Topalov en 1998. Topalov, autre joueur important de l'histoire des échecs, qui a été champion du monde FIDE en 2005. Eh bien, on va demander à Stockfish ce qu'il propose. Alors là, j'ai pas compris parce que c'était peut-être déjà dans le cloud. Il accède peut-être à des analyses, mais ça veut dire qu'il a pas. Enfin, Professeur 54, normalement, tu trouves le coup. Hein. Là, 1.8, 1.8, 1.8. Bon, c'est mystérieux pour moi. Franchement, j'ai l'impression comme si ça marche pas ces modules-là. Et franchement, ça va être pareil sur les autres plateformes. Hein. Encore une fois, mon but c'est pas de faire un concours entre les plateformes. Voilà. Donc, il a joué faux H3. Alexei Shirov, superbe coup. Et là, soudainement, l'ordinateur se dit ah ouais, ça gagne la partie. Et en fait, son idée c'est de gagner de tempo pour venir avec le roi plus vite. Et alors, si on fait fou E4, je ne sais pas pourquoi ça passe à 2,2. 2,2 déjà, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas si ça gagne la partie ou pas. Ça paraît un peu bas pour gagner la partie. Et je crois que ça fait un match nul, mais voilà, il me semble. Bon, alors voilà pour les positions de finale. Donc, moralité, bon, quand il y a moins de 8 pièces, utilisez plutôt les tables de finale avec les bibliothèques quand vous avez. C'est que quand il y a les positions où il y a moins de 8 pièces au total. Hein, mais, alors attention avec les tables de finale aussi, des fois il y a des coups qui sont obscurs. Mais au moins, pour l'étape de finale, on sait que c'est les bons coups, c'est les coups, en tout cas c'est les coups objectivement les plus forts, c'est vraiment les coups c'est les seuls coups aux échecs où on sait que c'est la vérité. Ça a été calculé de manière exhaustive. Voilà, c'est les tables de finale. Et puis donc, j'ai déjà parlé de ces évaluations qui s'envolent, et puis qui spoilent aussi les parties de champion. Quand on reprend des parties célèbres de l'histoire des échecs, voilà, je reprenais Botvinnik Capablanca il n'y a pas longtemps, et ben ça spoil pas mal parce que ça va mettre des plus 5, du plus 6 pour des positions qui sont encore incertaines, et donc ça gâche quelque part le plaisir. Hein. Je mettais cette position, voilà, de cette célèbre partie Botvinnik Capablanca, et l'ordinateur qui disait que ça gagnait à plus 7. Plus 7, donc juste, bon bah c'est l'écrasement. Et il dit même que H4 ça gagne à plus 4,3, qui est voilà, étonnant aussi pour moi. Et bon, quand on regarde la partie, on se dit c'est l'écrasement. Et en fait, si on enlève l'ordinateur et qu'on voit pas le score, et bien, ce qu'on va faire tout à l'heure, et bien on se dit c'est hyper chaud quoi. Les noirs ont un pion d'avance, on sait pas si le pion va aller au bout, on dirait pas qu'il va aller au bout parce qu'il y a la dame, le cavalier qui surveille, etc. Donc c'est tout sauf clair. Le fou, on a l'impression qu'il est coincé, qu'il ne peut pas jouer parce qu'il y a la dame qui surveille, il y a le cavalier qui surveille. Voilà. Et donc le plaisir de découvrir cette partie quand on ne la connaît pas, c'est le plaisir de voir que Botvinnik a trouvé le coup fou à 3 ici, que ça gagnait la partie, sacrifice de fou, dame prend, sacrifice de cavalier, pion prend, dame échec, roi F8, dame prend échec, roi G8, sinon il allait avoir mat en 2 coups, et pion E7, et qu'il avait calculé que les noirs n'allaient pas pouvoir faire échec perpétuel, et il a gagné 7 coups plus tard. Voilà. Et donc je trouve que Zander aussi ça spoil beaucoup la beauté du jeu, et ça diminue, enfin ça amoindrit la tendance à dévaloriser la difficulté du jeu et la qualité de jeu des champions, quoi. Je trouve ça dommage. Voilà. Alors les coups du module.
Lors des très nombreuses analyses que j'ai faites avec des élèves, j'ai souvent été surpris par les coups proposés par le module et même parfois complètement choqué. Je vais vous montrer une position que j'avais gardée, c'est une position de partie jouée en interclub. Donc, hop, hop. Voilà, alors je vais vous mettre ça par-dessus pour pas que vous soyez trop spoilé non plus. Et que vous puissiez... Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que dès qu'on voit des coups, qu'on voit surtout les coups de l'ordinateur et l'évaluation, notre cerveau est un peu perdu en fait, parce qu'il essaye peut-être de regarder la position et d'essayer de comprendre ce qui se passe, et en fait il voit une réponse instantanément, genre plus 7, voilà, comme tout à l'heure, ou plus 5, et donc ça le biaise complètement, quoi, et il n'arrive plus à réfléchir. Ou bien il voit le coup proposé, et ça biaise aussi. Donc c'est toute l'idée de cette vidéo, et de mon conseil. De ne pas se faire... de se faire devancer par l'ordinateur et de pouvoir se dire ok, je réfléchis, je vois la position, je réfléchis. Donc ça c'était donc un élève qui avait joué cette partie et on regardait ensemble la partie et donc c'est une position un peu critique et on se dit qu'est-ce que ça donne. Donc au niveau du matériel c'est égal, voilà. Et puis la position est très tendue, les deux joueurs surtout les blancs sont un peu en retard de développement, c'est assez complexe. Et on se dit qu'est-ce que ça vaut, etc. Et donc en mettant l'ordinateur, vous voyez que c'est très au noir, hein, très au noir. Donc allez, si vous voulez vous faire un petit exercice, vous pouvez essayer de trouver un coup pour les noirs. Vous pouvez mettre la pause, chercher un coup pour les noirs. Ok, maintenant je vous dis ce que l'ordinateur il propose ici avec les noirs comme premier coup, c'est roi D7. Voilà, c'est pas évident. Alors ça s'explique toujours. Si on creuse la question, on va comprendre au bout d'un moment pourquoi ce coup est bon. Enfin, on va essayer de comprendre le coup. C'est pas évident, ça demande longtemps et c'est un peu un problème de devoir passer autant de temps pour essayer de comprendre des coups d'ordinateur. Même si ça fait aussi partie de la progression aux échecs, mais quand même. Voilà, il proposait roi D7 ou roi F8. Voilà, donc il tenait vraiment à jouer son roi. Donc roi D7. Et là, je regardais ce qu'il proposait pour les blancs. Et alors là, c'est les coups de l'espace encore plus, en fait. Donc ce que j'aurais pu m'attendre avec les noirs, c'est d'essayer de régler ce problème de cavalier qui est coincé, qui peut pas revenir. Et on peut se dire qu'on va se faire coincer après ça. Et en fait, on a pu tenter de jouer G6 pour s'occuper de décoincer ce cavalier. Puis on prend, cavalier prend. Et tour prend, cavalier prend. Voilà, en ayant vérifié que... qu'est-ce qui se passe sur dame là? Oui, qu'on bouge le roi et qu'on protège. Oui, d'ailleurs, le coup de roi qui anticipe cette idée avec pouvoir reprendre de la dame au lieu du cavalier. Roi D7. Et alors, il proposait quoi avec les blancs? On proposait roi D1. Bon, là, ça va vraiment loin. Hein. Au lieu de sortir une pièce, il n'y a pas des pièces pas développées, il propose roi D1. Bon, c'est vraiment... Alors, je vous mets parce que vous n'allez pas me croire après. Je vous mets l'ordinateur, voilà, Stockfish. Roi D7, 1.2 pour les noirs. Roi F8, 0.7 pour les noirs. Donc, roi D7. Et alors, après, il propose donc 3 coups. Donc roi D1, qui est presque, qui est premier ex-aequo, ça dépend si on le laisse encore chercher ou quoi. Et alors le premier coup, regardez ce qu'il propose là. Fou prend C6. Et moi j'ai fait une vidéo exprès pour dire on ne prend pas les pièces clouées. Et lui il fait quoi? Il prend la pièce clouée. Mais pourquoi t'attends pas A6 quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pressé de prendre ce cavalier? Il va pas s'échapper, il est cloué quoi. De manière absolue, clouage absolu. Et il dit de prendre. Et alors là, il dit oui alors faut reprendre mais du pion. Tu peux prendre de la tour, normal. Tu peux prendre éventuellement du roi. Non, qu'est-ce que tu conseilles, l'ordinateur? De te doubler les pions pour te faire des pions doublés comme ça? Quel est ton concept? Voilà, donc c'est chaud. Ouais, alors, et l'autre coup qu'il propose, qui fait bien plaisir aussi, c'est B4. Là, tu te dis, c'est un gambit. Et il fait une sorte de gambit penko. Voilà, il joue à 3. Et alors, tu te dis, tu pourrais penser que c'est pour fragiliser les espions, ouais. Mais bon, en fait, il peut le tenir assez... Ouais, il y a une question peut-être avec le cavalier, que le fou va être surchargé ou des trucs comme ça. Mais en fait, final, il joue même pas fou B2 ici. Peut-être il y a juste roi C7 et la dame protège facilement, je sais pas. Et après menace 5. Bref, c'est très obscur, n'est-ce pas? Voilà, donc les coups proposés, ce genre de coups, ça m'arrive de plus en plus souvent. Donc, est-ce que c'est vraiment à cette machine que vous voulez faire confiance pour progresser aux échecs, quoi? C'est une question. Une machine qui propose des coups aussi exotiques que ça. J'ai mis coup de l'espace. Hein. Voilà. Allez, on va parler de l'analyse automatique.
L'analyse automatique qu'on peut trouver maintenant sur quasiment toutes les plateformes d'échecs. On va montrer deux exemples, sans doute les deux plus grandes plateformes, Lichess et chess.com. Alors, ouais, et là on est sur la dernière ligne droite de la vidéo. Donc, analyse automatique. Où est-ce qu'elle est passée, mon analyse automatique? Elle est ici, voilà. Alors, ça c'est un élève qui a joué sa toute première partie sur Internet. Il s'est créé un compte, donc sur Lichess, il était 1500, d'accord. Il affronte un 1689 en 10 minutes, voilà, par joueur. Donc il joue la partie, il gagne, donc voilà. Et il lance l'analyse automatique. Et donc nous, on regarde ensemble l'analyse automatique. Enfin, on regarde sa partie, et en fait, il se trouve qu'il y a l'analyse automatique qui apparaît, parce qu'il l'a lancé. Et donc, alors, on y va. Alors, ok. Donc, soit. Alors déjà, la première chose, c'est que cette analyse pollue visuellement. Et donc, tout à l'heure, ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va faire ça. Regardez, hop. Ah non, là, je suis dans... Ok. Je suis dans une study, donc ça n'efface rien. Ok. Donc ça, on le fera peut-être... voilà, pour enlever... on le fera avec effacer les annotations. Voilà. Ouais, l'idée, c'est que tout disparaît et il reste plus que les coups. Et on peut se concentrer sur les coups. Il n'y a pas d'évaluation, voilà. On va le faire tout à l'heure. De toute façon, c'est mon chapitre d'après, je suis un peu en avance. Donc les noirs jouent E6, les blancs jouent F4, c'est écrit imprécision. F4, imprécision. Bah, franchement, j'ai pas grand-chose à redire au coup F4, je trouve plutôt pas mal, même pour faire un duo de pions et contrôler la case de 5, peut-être pour faire F5 un jour, faire cavalier F3 derrière, ok, franchement, je suis pas choqué. Il disait quoi, lui? Il disait de faire H4. Ouais, ok, bon. Si on veut faire un rock, H4, c'est voilà. Et puis, ça veut dire quoi? Qu'on va faire quoi avec le roi? Bah, avec H4, parce que ça veut dire qu'on va pas faire petit rock en gros, et ni grand rock, puisqu'il y a des pions là qui sont déjà en train d'arriver sur nous. Donc en gros, déjà H4, c'est un coup anti-positionnel, point de vue humain, quoi, on pourrait dire. F4, ok. Bon, moi ça me va, F4. Donc les noirs font D6, et c'est écrit erreur. Je trouve ça absolument génial quand même de mettre un point d'interrogation à D6, quoi. Certes, on a envie plutôt de faire fou BZ, mais de là à dire que D6 c'est une erreur, c'est abusé. En fait, non, c'est pas que c'est abusé, c'est que c'est n'importe quoi. Ok, et c'est pas fini. Donc cavalier F3, bon, normal. Cavalier D7, erreur. Vas-y, il sort un cavalier, c'est pas ça va quoi. Donc fou G7 propose, ok, bon, soit. Et là, alors là pour moi c'est le clou du spectacle, parce que mon élève avec les blancs il a joué fou E3. Franchement, je trouve ce coup hyper logique. Il sort sa dernière pièce mineure, il a sorti cavalier fou, même ça peut peut-être l'aider à faire D4 si besoin. Très bien quoi. Faire dame D2 peut-être. Et là c'est écrit quoi? C'est écrit blunder, 2 points d'interrogation. Il fallait jouer F5. Ok. Ok, mais moi je veux bien. Mais là, voilà. Là, vous voyez la différence entre l'ordinateur 3400 Elo et pour lui, c'est une blunder fou E3. Et là, il y a un problème, il y a un décalage, quoi. Parce que il trouvait que le coup F5 était très puissant. Et encore, même quand je le mets, je vois que F5, c'est plus 2, plus 1,8. On voit là. Voilà, 1,7. Ah, franchement, si c'était plus 4, plus 5, c'est un coup tellement puissant et qu'on dirait que fou E3 c'est une blunder parce qu'il y avait un gain, mais vraiment clair quoi. Ah, c'est même pas clair, c'est juste un bon coup d'attaque quoi. Ouais, donc franchement, ça mérite même pas un point d'interrogation. Alors 2, franchement, c'est. Voilà. Ça n'a pas de sens. Alors, fou G7. Petit rock douteux. Ouais, c'est bon quoi. F5 était mieux. Ok, mais tu tiens à faire F5 avec ton roi au centre, quoi. On n'apprend pas ça aux échecs. On apprend cache ton roi et t'attaques après. Donc mon adversaire, il fait petit roc, je lui dis franchement, bien joué, très bien. Cavalier F6, je lui dis juste, n'écoute pas l'ordinateur, quoi. Il dit n'importe quoi. Cavalier F6, ok, D4, erreur. Alors là, c'est un peu plus... J'aime pas point d'interrogation, je trouve ça un peu abusé par rapport à douteux. J'aurais mis douteux, simplement, voilà. Parce qu'effectivement, il y a KG4 qui arrive pour embêter un peu. Mais... ça, déjà, c'est un concept un peu avancé. Le joueur, il vient d'arriver. il joue pas aux échecs depuis longtemps. Il arrive, on lui dit D4 mauvais coup. Franchement, il vient de mettre un pion dans le centre. C'est pas un mauvais coup, quoi. C'est pas mal ce qu'il fait. Ok, certes, après, on peut lui dire que oui, c'était bien de faire H3 pour préparer le coup. D'ailleurs, c'est même pas H3 le coup proposé par l'Hunter, c'est Dame E1. Dame E1, franchement,
Enfin, ok, bien sûr, on comprend le concept, il veut faire dame H4, pousser F5, ouais, mais comment tu vas comprendre dame E1, ça relie même pas les tours. Enfin, c'est pas évident. Donc D4, KV G4, ok, l'adversaire en profite, donc bien joué de sa part. Le fou revient sur C1, C prend D, c'est écrit douteux. Et en fait, c'est juste parce qu'après cavalier prend, il y a la dame qui attaque le cavalier. Mais c'est prendre D, encore une fois, un coup bien logique de la part des noirs. Hein. Il casse le pion du centre avec le pion de sicilienne. Que faire de plus logique? Et il dit qu'il fallait faire dame B6. Dame B6. Ok. C'est prendre D, cavalier prend, dame B6. D'ailleurs, je crois qu'il y a un moment aussi, il proposait dame C5. On verra. C'était peut-être aussi sur... On fera la même partie après dans chess.com. Hein. On va voir la différence. Donc, dame prend G4. Dame prend D4. Douteux, il fallait prendre du fou. À la limite, ça, j'entends. Roi H1. Cavalier C5. Tour D1. 2 points d'interrogation. Alors là, il est vrai que c'est une erreur. Et que les noirs ont raté le coup tactique. Cavalier prend E4. Donc là, c'est clairement une tactique. Et quand c'est une tactique claire, là, je suis d'accord pour éventuellement mettre des points d'interrogation. Alors 2, je trouve ça sévère, mais ça, c'est une question de goût à la limite. Mais effectivement, l'idée que sur tour prend, il y a cavalier échec et récupère la dame derrière. Bien que, même dans ce cas, on pourrait se dire, oui, mais à la fin, il y aura tour prend pion. Il n'y a même pas, en fait. Parce que quoi? Parce qu'on va se reprendre un échec derrière. Voilà, bon, là, c'est typiquement le genre de variante et ça arrive tout le temps, ça. Tout le temps, c'est l'hunter. Tu regardes la position, tu te dis, bon, égalité de matériel, les noirs sont mal développés, ok, ça devrait être à peu près égal. Et là, il te met un plus 2 pour les noirs, et juste parce qu'il y a échec qui arrive. Et effectivement, là, c'est la fourchette qui... En fait, on se rend compte par l'analyse qu'il va y avoir fourchette ou la perte d'un pion ou quoi. Enfin, mais c'est chaud, hein. Roi F1 qui avait pris H2, voilà, pour lui, gagner un pion comme ça et avoir une position assez bonne avec les pièces, ça vaut 2,5. C'est énorme, quoi. Voilà. Bon, un exemple parmi des milliers, des millions. Donc tour D1, franchement en plus tour D1 c'est pas mal joué, je trouve, il utilise, enfin ok, il y a aussi son cavalier qui protège, mais juste il attaque la dame, il y a le pion derrière. Ok, juste il a raté la tactique, certes. Ça c'est vrai par contre. Les noirs ont raté la tactique aussi. Tour prend, petit roc. Petit roc n'était pas bien, il fallait prendre le fou. Pourquoi pas, effectivement, cavalier prend fou. C'est relativement logique. Pour casser la structure et prendre un fou. Dame 7. Ok, on va pas aller faire tous les détails de cette partie, mais juste on va montrer que ici, le dernier truc qui pour moi était, je trouvais assez choquant, c'est que les noirs ils font fou B7. Et juste ils relient leur tour et sortent le fou sur la grande diagonale. Et là il se prend un douteux. Tout ça parce que les blancs avaient fou B6 pour empêcher la tour de venir sur D8. Alors, on peut apprendre en voyant ce coup, voilà, mais quand même c'est un peu sévère. Mais ok. Voilà, bon, on va pas faire la suite. Voilà, et donc au niveau de l'analyse automatique, après ça met le nombre d'imprécisions, de gaffes, etc. Et des fois c'est vraiment sévère. Là on voit, pour moi c'est trop sévère. Et malheureusement il n'y a pas une option pour dire ok, analyse selon le niveau. Ça c'est une analyse genre 3400 Elo quoi. Ah, ok, très bien, mais c'est trop haut pour des joueurs qui débutent et c'est trop haut même pour des joueurs même pour des joueurs à 2000, franchement c'est trop haut, c'est beaucoup trop haut. Et à la limite, là où ça commence à être ok, ce genre d'analyse, c'est pour les grands maîtres. Voilà, pour les grands maîtres. Mais bon, il y a combien de pourcentage de la population échiquienne qui sont grands maîtres? 0,000. Donc, ok, donc il y a un décalage vraiment important et c'est effrayant. Et en fait, surtout, ce qui m'embête, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est comment les joueurs qui connaissent pas les échecs, ils arrivent, ils sont motivés, ils créent leur compte, ils commencent à jouer des parties, et là ils regardent, ils lancent les analyses automatiques et ils se font bâcher. Ils se font bâcher des coups hyper normaux comme ça. En fait, c'est genre, ils apprennent des principes, développer les pièces, roquer, etc. Et ils regardent les analyses et ils se prennent des gros bâchages de l'ordi alors qu'ils ont fait des coups qui respectent les principes. Donc j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a des entraîneurs pour compenser ça, quoi, parce que sinon, comment les joueurs sont censés progresser en se prenant des informations contradictoires comme ça. C'est dingue, quoi. Voilà. Donc, ok pour l'analyse automatique. On va aller voir la même sur chess.com.
pour bien montrer que, en gros, c'est quelque chose qu'on rencontre à peu près partout. Donc là, c'était écrit donc les moments. Alors, il y a pas mal de trucs bien hein, dans les options des différents sites. Je ne suis pas en train de jeter la pierre, on parle spécialement de l'ordinateur et de son évaluation. Et alors, mais de toute façon, il y a un truc qui est clair et net, c'est que les échecs, c'est trop compliqué pour que, pour l'instant, des analyses d'ordinateur automatiques, surtout, ça dépend aussi, on peut régler, hein, souvent, sur test.com, il y a pas mal de réglages comme ça, aussi bien au niveau de la profondeur de l'ordinateur quand on analyse, et il y a un bouton qui est super aussi, c'est analyse personnelle. On va le voir tout à l'heure, pour enlever l'ordinateur carrément. Mais, et moment clé, c'est pas mal. Sauf que des fois, c'est bien et des fois, c'est plus étrange. Donc là, dernier coup de la bibliothèque, ok, on continue. Donc KV7 est une erreur, on retrouve le truc. Foo3 est une erreur. C'est rude, hein. Donc, alors, ce qui est cool dans chess.com, je trouve, c'est que des fois, il dit « Vous avez trouvé le seul bon coup ». Ça, je trouve ça sympa. Ça encourage. Parce qu'il est vrai que ça met imprécision, erreur, gaffe. Et alors, j'ai envie de te dire, à quel moment tu félicites l'élève pour ses bons coups et là, au moins, ça le fait un petit peu. Sur certains coups, bon, c'est juste quand c'est le seul coup qui était bon, mais c'est déjà ça, quoi. Parce que ce serait bien aussi à des moments de féliciter le joueur pour ses bons coups. Mais pour l'ordinateur, si c'est pas le coup qui se détache, oui, il va pas féliciter. Il va dire bon bah c'était un coup parmi d'autres, ok quoi. Et heureusement, encore une fois, il y a des entraîneurs pour féliciter les joueurs quand ils font des bons coups. Ok, donc tour D est une erreur, ça c'est certes. Dame c'est une erreur, on est d'accord. Tour point le mieux, coup décisif, meilleure réplique à l'erreur de votre adversaire. Ça fait plaisir. Ok, et là on n'avait pas regardé, et en fait le joueur devait faire tour prend pour... voilà, alors qu'on fait analyse aussi, on a toujours... voilà, pareil. Mais ce que je trouve... voilà, rude, c'est fou 3, enfin plein de choses. Voilà, je vais pas refaire la même chose, mais quand on voit ici que F5 c'est 2,67 pour les blancs, et il joue fou 3. Alors c'est marrant, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs, j'ai l'impression. Ouais, si, à peu près en fait. Okay. Ce qui se tient d'ailleurs. Ouais, quelque chose près. Voilà, donc effectivement, il passe de plus 2,50 à 0. Techniquement parlant, pour l'ordinateur, c'est une gaffe. Mais c'est vraiment, vraiment dur. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que des fois, ça précise. Il y a eu du boulot hein, qui était fait sur l'analyse hein, au niveau de chess.com. On sent les petits trucs personnalisés, les petits trucs en plus. Des fois, c'est écrit est un gain manqué. Voilà, donc ça précise un peu. Bon, malgré tout, ça change pas tous les problèmes d'évaluation de l'ordinateur et de force et de cerveau, voilà, on l'explique au début. Et ben voilà pour l'analyse automatique, on a terminé. Donc maintenant, ça va être comment désactiver l'ordinateur et donc activer votre cerveau. Avant-dernier chapitre. Alors on y va. Donc on va sur l'e-chess. Ok, ici. Donc vous voyez, ouais. Donc, alors ici, on est sur l'analyse automatique de la partie que j'ai importée, mais c'est pareil pour les parties qu'on joue. Et alors, regardez, vous allez dans le menu et vous avez analyse de l'ordinateur activée. Vous avez aussi la flèche du meilleur coup qui est peut-être activée par défaut, je ne sais plus exactement ce qu'elle est ou pas. La jauge d'évaluation, voilà. Donc tout ça, je vous conseille déjà de l'enlever. La flèche du meilleur coup, la jauge d'évaluation, même quand vous activez votre analyse de l'ordinateur. Et puis, vous pouvez surtout désactiver cette analyse et regardez la, la tranquillité d'esprit pour votre cerveau quand vous voulez analyser votre partie et vous avez que les coups qui ont été joués et non pas des scores d'évaluation, des points d'interrogation, des phrases de l'ordinateur, etc. Voilà. Donc, c'est ce mode que je vous conseille d'utiliser pour analyser vos parties avant de lancer l'analyse automatique. Et on va en parler un peu tout à l'heure. Voilà. Donc ça, on était sur l'e-chess, donc vous avez vu, menu, hop, vous désactivez, vous êtes bien.
Ensuite, chess.com. Eh bien, alors déjà sur chess.com, ce qui est cool, c'est que vous avez un truc à cocher, c'est analyse personnelle. Et là, quand vous cochez ça, eh bien vous... Oui, parce que quand c'est pas coché, en fait, quand vous faites ça, à chaque fois vous avez la couleur. Alors, il y a les options aussi. Hein. Vous avez ici option interface. Vous avez, alors là, j'ai tout coché. Donc il y a la barre. Donc déjà à la barre, tu t'en vas. La flèche du meilleur coup, tu t'en vas. Et les menaces, etc. Montrer les menaces. Code couleur de la qualité des coups. Donc déjà, à un moment, je faisais ça, j'étais bien. Mais en fait, ce qui est encore plus pratique, je trouve, c'est que vous pouvez laisser tout, enfin, ou quelques-uns, et vous cliquez analyse personnelle. Et là, quand vous voulez faire défiler les coups, alors il y a encore la barre, donc ça c'est pas cool. Donc vous virez la barre. Et là, vous avez, alors si vous ne faites pas afficher les variantes et vous cliquez analyse personnelle, vous êtes tranquille. Ah non, vous avez encore des flèches. Ok, c'est parce que j'ai remis les flèches tout. Voilà. Donc genre si vous enlevez la classification du coup, montrer le meilleur coup, montrer les menaces. C'était la menace, hein, c'est ça. Code couleur, allez, on enlève tout ça. Et là, on n'a plus rien, c'est ça, on est d'accord. Hein. Voilà. Vous avez que les coups et vous pouvez analyser la partie. Voilà. Avec analyse personnelle. Vous n'avez plus le... Voilà, c'est les couleurs, point d'interrogation, tout ça. Voilà. Donc là, on était chess.com. Donc n'hésitez pas à les fouiner hein, d'ailleurs dans les options des menus hein, de tous les sites en général. Vous avez la profondeur d'analyse voilà, qui va sans doute améliorer un peu. Profondeur d'analyse personnelle, nombre de variantes, etc. Et donc on est sur Chess24. Et alors Chess24 qui est notamment sympathique pour suivre des tournois, même si maintenant on peut aussi suivre sur l'eChess et sur chess.com de plus en plus. Mais vous avez en dessous de l'échiquier donc l'ordinateur, etc. Et vous ouvrez le menu avec les 3 points, c'est les mêmes 3 points finalement, et vous faites analyse de l'intérieur et vous enlevez. Et soudainement, vous n'avez plus les propositions de l'ordinateur ici, et sur la droite dans la liste des coups, vous n'avez plus les scores de chaque coup, vous avez juste les coups. Voilà. Et vous pouvez tranquillement utiliser votre cerveau pour comprendre ce qui se passe et vous faire un suspense aussi sur la partie, parce que là c'était une partie où c'était longtemps équilibré. Et à un moment, il a piqué c'est tour pion contre 2 cavaliers. On pouvait se demander ce qui se passe. Et c'est là où c'est bien, c'est de dire est-ce qu'il va gagner. Quand même, les noirs ont tour et 2 pions contre 2 cavaliers. Et il se trouve que c'est gagnant, mais si vous avez l'ordinateur, vous êtes tout de suite spoilé avec une barre à plus 3 là quasiment. Et vous avez les plus 3 qui se baladent dans la notation, plus 5,43, voilà. Alors que là, même si vous suivez encore cette position sur l'ordinateur, là, avec l'ordinateur, vous êtes archi spoilé, c'est écrit plus 4, la barre, elle est complètement blanche. Alors que si vous faites enlever, et bien là, vous pouvez avoir encore un dernier doute sur est-ce que les blancs vont gagner, vu que c'est 2 pions cavaliers contre 3 pions, est-ce que les noirs vont réussir à échanger les 2 derniers pions? Enfin voilà, il peut y avoir encore un dernier suspense. Bon là c'est pas le meilleur exemple évidemment, quand même un avantage de un cavalier contre un pion pour les blancs, mais dans plein de parties, et ça vous oblige, ça oblige votre cerveau à se dire voilà qu'est-ce que ça donne, comment gagner, que jouer, c'est de deviner le prochain coup. Vous n'êtes vraiment pas pollué par une analyse d'ordinateur. Voilà, et bien je crois qu'on a bien fait le tour. Le dernier chapitre, c'est comment utiliser le module. Alors, une très bonne façon de progresser, donc là on est sur ça, mais on va se mettre ici, voilà. Une très bonne façon de progresser, c'est d'analyser par vous-même sans le module, au moins pendant quelques minutes. Donc que vous analysiez vos parties ou des parties de grands maîtres ou d'autres personnes. Et donc c'est votre cerveau qui travaille. Et donc il s'habitue à essayer de comprendre ce qui se passe, à repérer les éléments, à évaluer les positions, à se dire qui a l'avantage d'ici, à chercher des plans, quel peut être le plan, à chercher des coups, quels sont les coups candidats de la position. C'est pas juste vous voyez les coups de l'ordinateur et vous dites ah ouais, c'est ça les 3 meilleurs coups. Ah, oh. Ou alors l'évaluation il vous dit plus 3. Déjà on sait même pas si plus 3 ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire quoi. Voilà. Donc vous analysez. Ce que je vous conseille quand vous analysez, c'est de mettre, c'est de faire des study tests par exemple, ou d'utiliser un logiciel, peu importe, et vous mettez des phrases. Vous analysez, vous mettez des phrases, et vous
Donc là, on n'est pas dans une study, mais si vous êtes dans une study, voilà, vous mettez des phrases avec ici, vous pouvez mettre des points d'exclamation, d'interrogation, vous mettez surtout ce que vous pensez, comme ça c'est ça qui est le plus intéressant. Et puis vous pouvez mettre des couleurs, voilà, des flèches, vous pouvez mettre. D'ailleurs, donc cette study, ordinateur, je vais la mettre en lien dans la description, vous pouvez la retrouver si vous voulez regarder un peu. Et puis ensuite, donc vous faites ça pendant au moins quelques minutes. Et la notion de temps, c'est très important. Vous devez laisser le temps à votre cerveau de comprendre ce qui se passe. Sinon, il ne peut pas s'y retrouver. C'est valable aux échecs, c'est valable dans le reste. Dans les autres domaines intellectuels aussi. Votre cerveau doit prendre le temps de s'habituer à ce qui se passe et pas se prendre les réponses à tempo et essayer d'utiliser ces réponses pour se dire quel était le raisonnement qu'il fallait faire pour arriver à la réponse. Bon, ça marche pas comme ça. Ça marche très mal. Donc, d'abord vous analysez, après vous comparez avec le module éventuellement, parce que vous pouvez réactiver le module de temps en temps. Voilà, tranquillement. Vous désactivez, vous activez. Vous comparez en fait. Et vous pouvez même demander l'analyse automatique, mais ailleurs. Vous faites un endroit où c'est vous et un endroit où c'est l'analyse automatique. Donc vous pouvez créer des studies différentes. Voilà, l'analyse automatique peut être sur votre partie, ou alors vous la exportez, vous la réimportez, etc. Et vous comparez. Et surtout aussi, ce qui est bien, c'est le mieux pour moi, c'est demander à un joueur plus fort que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il en pense de votre analyse? Ou un entraîneur expérimenté, évidemment, ça c'est l'idéal, un entraîneur expérimenté qui va pouvoir vraiment vous guider et vous dire les bons, les mauvais schémas, les bons coups, les mauvais coups, les bons plans, les mauvais plans, etc. Et des bonnes évaluations aussi. Eh bien, on a terminé. C'était long, mais bon, je pense que c'était important. Donc c'est un hors-série finalement ici, voilà, qui parle de l'ordinateur. Donc on arrive au à retenir, on revient ici, et on va sur le à retenir habituel. Donc j'ai mis 4 ou 5 points, je pense. C'était très riche cette vidéo. J'espère toujours faire plus court, mais voilà, quand il faut traiter un sujet important et qu'il faut essayer de le faire bien, eh bien, ça prend le temps que ça prend. Là encore, voilà, on se laisse le temps de traiter le sujet correctement. C'est un sujet très important pour la progression des joueurs. L'utilisation de son cerveau pour progresser aux échecs. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus important? Donc, à retenir, l'homme a créé le module d'échecs, il doit veiller à ne pas en devenir esclave. Vous allez voir le manque d'ailleurs, si vous êtes habitué à cliquer sur l'ordinateur ou à regarder les ordinateurs. Dès que vous allez éteindre, vous allez être tenté de le rallumer, mais résister. Et à un moment, vous pouvez le rallumer à un moment, mais d'abord, il faut que votre cerveau ait fait une recherche, qu'il ait essayé de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est quand le module sera éteint que votre cerveau va gagner en autonomie. Et quand vous jouez une partie d'échecs, votre cerveau, il est en autonomie. Donc, voilà. Dans l'ouverture, préférez la bibliothèque d'ouverture que les coups de l'ordinateur. Soyez méfiants, très méfiants, très très méfiants, et critiques envers les évaluations et les coûts des modules. Cherchez des explications humaines. Donc, des livres, c'est super les livres d'échecs. C'est là où il y a des explications par des joueurs, des entraîneurs. Essayez d'expliquer les choses de manière claire pour que vous puissiez progresser aux échecs. Utilisez ça préférentiellement. Donc vous pouvez aussi trouver des explications humaines dans les vidéos. Et puis vous pouvez faire appel à des entraîneurs. Alors je presse pour ma paroisse, mais malheureusement il n'y a pas encore d'ordinateur d'intelligence artificielle entraîneur d'échecs. Ça commence, mais pour l'instant je suis pas inquiet. Voilà. Alors en bonus, alors que je vais vous mettre la photo de base, on va remettre... Voilà. Donc, petit bonus pour finir. Donc, n'oubliez pas AlphaZero. On a parlé beaucoup de Stockfish dans cette vidéo parce que c'est un des modules les plus utilisés. Alors oui, il y a Stockfish 13 qui arrive là avec le réseau de neurones, etc. Bon, je demande à voir ce que ça va changer par rapport à ce que j'ai développé dans cette vidéo. Vu que c'est un mix de neurones et de ce qu'il y avait avant, je demande à voir. Moi, je suis toujours... je serais le premier à applaudir si tout d'un coup l'ordinateur joue de manière plus humaine, plus compréhensible, etc. Mais n'oublions pas que AlphaZero, développé il y a 2-3 ans, et bien justement il y a 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans, fin 2018, a fait un match
contre Stockfish, qui était le meilleur module d'échecs à l'époque, en 1000 parties. Et il a gagné 155 parties. Il en a perdu que 6, Alpha 0. Il a fait 839 nuls. Ils ont fait 839 nuls. Donc, bon, bah, c'était l'écrasement total, quoi. C'est genre un grand maître qui joue avec avec un joueur qui a 500 points de moins de lui, quoi. Enfin, même plus, quoi. Qui a 1000 points de moins, qu'on a l'impression. Je sais pas, faut calculer, oui. Non, j'exagère. Mais c'est genre, ça correspond, je crois, je me rappelle, ça correspond à un différence Elo de 200 points ou un truc comme ça. Voilà. Sur 1000 parties, à la fin, ça fait beaucoup d'écart. Mais enfin, je sais plus, mais c'est vrai que 155 à 6, c'est un score, c'est l'écrasement absolu, quoi. Voilà, donc n'oubliez pas que Stockfish, que vous considérez comme un dieu, voilà, parole d'évangile, etc., c'est fait absolument laminer par Alpha 0. Donc, faut le garder en tête. Voilà. Alors, un grand projet dont je vous parle, j'ai pas le temps d'en parler, j'en parlerai peut-être plus largement dans une vidéo. C'est le projet Maya Chess. C'est mayachess.com et c'est une équipe qui essaie de développer un ordinateur d'échecs qui va jouer le plus proche possible des humains. Il va essayer de reproduire les coups des humains en utilisant des parties d'humains pour apprendre de comment ils jouent et reproduire des coups humains. Voilà, selon le niveau. Donc il y a plusieurs niveaux différents. C'est des ordinateurs qui jouent sur les chess toute la journée et qui affrontent des humains et qui jouent un peu comme des humains. Si vous voulez tester, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce beau projet mayachess.com. Ça nous fait une petite passerelle avec ce qu'on a raconté dans cette vidéo. Et puis enfin, n'oubliez pas qu'il y a des entraîneurs d'échecs qui peuvent vous aider beaucoup plus qu'un module qui ne sait pas expliquer ses coups et qui est niveau 3400 Elo, qui propose des choses étranges et qui évalue de manière étrange pour le moins. Voilà, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre. Surtout celle-ci qui concerne ce sujet si important des ordinateurs d'échecs qui sont utilisés maintenant vraiment de manière hyper développée et courante par la plupart des joueurs qui jouent en ligne. Et en ce moment, comme malheureusement on peut quasiment pas jouer en présentiel, ça joue en ligne et donc ça regarde les analyses d'ordinateur. Et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez également un lien Tipeee dans la description. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.